Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de l'œil de Moumou. Alors je vous rappelle que ce programme n'existe grâce à vos dons. Le média continue de lutter pour faire entendre vos voix au sein d'un paysage médiatique dominé par l'extrême droite et contrôlé par les milliardaires. Riposte, c'est le nom de notre campagne citoyenne qui vise à bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire sur les réseaux sociaux, Molotov, les opérateurs Box et peut-être bientôt la TNT francilienne. Rejoignez le mouvement et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. C'est parti pour cette édition spéciale de l'œil de Moumou. Bonjour, j'accueille donc nos deux invités. Bonjour Adam Bouiti. Bonjour. Merci d'avoir fait le trajet depuis la Suisse, je crois, c'est ça, pour venir nous rejoindre. Vous avez commis un recueil qui s'appelle « L'information est un sport de combat ». C'est votre premier essai. On va évidemment rentrer dans ce pavé extrêmement imposant. Vous allez nous raconter la genèse. C'est absolument extraordinaire. C'est une trentaine de personnes qui sont intervenues et de personnalités qui sont intervenues pour notamment évoquer la question des médias. Et en face de vous, Benjamin Biolay, un jeune chanteur. Ouais, qui fait des choses assez sympathiques. J'ai écouté deux, trois trailers. Alors merci infiniment. Alors vous avez également une actualité. On va en parler juste après, bien évidemment. J'ai tenu à ce que vous soyez présent et je vous remercie d'avoir répondu positivement, parce que je crois que vous avez un agenda un peu chargé en ce moment, pour évoquer la question notamment de l'engagement des artistes, ou le non-engagement des artistes, et de quel côté, de quel bord, et comment tout ça s'organise, et comment vous le percevez depuis votre fauteuil d'orchestre. Vous allez nous raconter cela. On va commencer avec vous, Adam. Qu'est-ce qui vous a fait mettre, alors comme on dit communément, les pieds dans le PAF? Qu'est-ce qui vous a, à ce point-là, sensibilisé sur la question médiatique et sur la question de l'engagement citoyen, puisque vous êtes ici à titre citoyen, mais engagé? Quel a été le déclic pour vous lancer dans cette aventure? Déjà, d'abord, merci pour l'invitation. Alors moi, c'est deux sondages. Le premier sondage, c'est celui de 2011, où une majorité de Français étaient favorables à l'intervention en Libye, donc à la guerre en Libye. Et finalement, on sait aujourd'hui avec du recul que cette guerre n'avait pas lieu d'être. Pourtant, elle a été fortement soutenue à l'époque. Donc ça, c'est une première graine qui a été dans mon esprit de dire, ah ok, un esprit critique doit être mis en place vis-à-vis, disons, des médias traditionnels. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est durant le Covid, où j'ai vu une explosion de théories, on va dire, qui étaient basées sur des faits, on va dire, faux. Donc, une majorité, par exemple, de Français étaient favorables à l'hydroxychloroquine, médicament avec du recul dont on sait qu'il n'était pas efficace. Donc, ces deux sondages-là, pour moi, ont fait germer des graines pour me questionner sur, finalement, comment on s'informe bien. Donc, je suis parti, comme vous l'avez dit, à la rencontre de 30 personnes qui ont travaillé cette question-là, parce que je n'ai pas cette légitimité-là. Et puis, on a essayé de discuter différents aspects. Différents outils pour la manière de bien s'informer, et puis aussi rappeler en quoi l'information est importante. Moi, je voulais vous interroger sur la jeunesse, parce que je me demande comment, qu'est-ce qu'on présente. On va prendre l'exemple, alors il y a donc une trentaine de personnalités, comme je le disais, on va prendre l'exemple de Jean-Pierre Canet. Comment vous le contactez, très concrètement? Comment vous arrivez à trouver son contact? Comment vous le contactez? Et qu'est-ce que vous lui exposez comme projet, sachant que vous l'avez fait avec cette trentaine de personnes qui viennent d'univers absolument différents? On en redira un mot après. Je l'ai contacté sur Messenger. Il a gentiment accepté. Donc, je lui ai dit l'idée du livre. Donc, c'était de parler des médias traditionnels, quels étaient leurs problèmes, les médias alternatifs, les réseaux sociaux, tout ce qui finalement pouvait nous informer ou nous désinformer, et sans tout mettre sur le même pied d'égalité. Mais je lui ai vraiment expliqué le projet via Messenger, que ce serait une interview soit écrite, soit orale, soit vidéo. Dans ce cas-là, c'était vidéo. Je l'ai retranscrite et puis il a gentiment accepté. D'accord, écoutez, félicitations. Benjamin, le fait qu'on parle, je sais que vous êtes un consommateur, je le vois sur les réseaux, notamment les réseaux sociaux et sur votre compte Instagram, je sais que vous êtes un consommateur d'informations. Le fait qu'on en vienne à parler de médias alternatifs pour finalement des médias qui sont un peu comme l'agriculture bio et l'agriculture conventionnelle, qu'est-ce que ça vous évoque, le fait qu'on en vienne à parler d'alternatives alors qu'on est sur des médias classiques comme ici le Média par exemple, ou Blast ou d'autres? Quotidien, parce que pour moi c'est absolument impossible de regarder les chaînes dites d'information en continu, quoi. Et donc, moi, ma cure quotidienne médiatique, je la fais sur le web, en fait, avec vous, avec certains de vos confrères. Après, je lis des essais, des choses comme ça, mais je peux plus
je peux plus considérer que les chaînes d'information en sont. Pour moi, ce sont des chaînes vraiment d'opinion. Vraiment, vous arrivez à résister au fait d'aller voir quand même, quand il se passe des événements comme cette semaine, Alors, si par je veux me exemple. marrer, je mets CNews pendant un quart d'heure et puis je compte le Ouais, quand nombre même. de mensonges incroyables, de contre-vérités incroyables, de manipulations, même de moments de gêne. Vous en avez épinglé à de nombreuses fois. Et puis je regarde un peu France Info, TV, mais là, je monte dans les tours vraiment... Très vite, je suis exaspéré. Est-ce que vous partagez l'analyse qu'on fait ici de manière assez récurrente, Je partage à peu à savoir près que toutes les France analyses qu'on fait sur le Oui, média. alors je précise que vous êtes un fidèle depuis la première heure de l'œil de Moumou et je vous en remercie vraiment très chaleureusement. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe que il n'y a plus l'histoire simplement des milliardaires, hein, c'est ce qui est évoqué d'ailleurs dans le livre d'Adam à plusieurs reprises. C'est pas seulement les milliardaires qui possèdent des chaînes. Le problème, c'est aussi le service public qui est en train de partir légèrement en vrille. Ah non, mais c'est vraiment un euphémisme de dire que le service public part légèrement en vrille. Pour ce qui concerne la chaîne France Info TV, les recrues et les éditorialistes sont à peu près les mêmes que sur CNews, si vous pouvez constater. Il y a à peu près les mêmes intervenants, quoi. Et hier, j'ai vu des gens de francs-tireurs, etc. J'ai vu... enfin bref, j'ai vu des choses qui ne devraient pas être visibles sur notre chaîne d'information, quoi. Alors, sans forcément citer de nom, quand vous voyez de vos camarades de jeu, de vos collègues artistes, comédiens, puisque vous êtes les deux à la fois, qui s'expriment sur des sujets dont ils ne maîtrisent pas forcément les tenants, les aboutissants, je pense évidemment actuellement au Moyen-Orient par exemple, et qui viennent exprimer un point de vue tout à fait discutable, sans contradiction, est-ce que vous pensez que c'est leur place ? Alors, c'est pas leur place, mais le problème, c'est qu'on les invite, et le problème, c'est les fréquentations. C'est un milieu très anthropophage. Hein. Vous pouvez être sûr que l'artiste qui dit l'énorme connerie là, chez Frédéric Aziza, la veille, il a bouffé avec un secrétaire d'État et un éditorialiste du magazine que je ne citerai plus parce que c'est déjà fait, et un cadre du Printemps républicain cité pour la dernière fois, pareil. et voilà, et puis il répète les énormes conneries racistes qu'il a entendues dans le dîner du 6e arrondissement. Et c'est vraiment le quartier général de la bourgeoisie où tout se fait et se défait, quoi, les réputations des gens. Et puis après, oui, ça va le dimanche matin chez Frédéric Aziza, que tout le monde connaît parce que c'est un grand pourvoyeur d'infos du Canard enchaîné. Donc en fait, il a un réseau énorme. Et puis tout le monde se retrouve avec la fameuse question qui tue, là. C'est vraiment... Mélenchon antisémite, voilà, et les filles antisémites. Et on se demande toujours pourquoi ils y vont. C'est assez troublant. C'est fou. C'est assez incroyable. Ouais. En plus, en boucle, parce que je pense à notre ami Caisse de Grève qui fait des montages assez pertinents, qui est super, qui était venu nous rendre visite, et qui, en fait, montre que c'est quasiment la même émission chaque semaine. Quoi. Oui, c'est toujours les mêmes questions. Même un côté suicidaire. La candidate Frédéric Bredin, qui se présentait pour un parti dit de gauche, qui va à quelques jours du scrutin, elle est fracassée. En fait, pour moi, le pire de ce qui se passe en ce moment, pendant des années, on a essayé de créer un espèce de distance, de cordon sanitaire entre nous et le Front National, et on stigmatisait à juste titre les élus et cadres du Front National, mais on prenait tous soin de ne pas faire ça sur leur électorat. Moi, quand j'entendais dire c'est tous des racistes, je disais non, ferme ta gueule, c'est beaucoup plus compliqué que ça et tout, quoi. Là, nous, les militants de gauche, on se fait pulvériser, insulter. C'est disqualifiant, c'est la pire insulte au monde, antisémite par exemple et tout, dans une indifférence générale. Les électeurs, quoi, c'est pas les cadres, c'est les électeurs, et ces anciens cadres de la gauche dite de gouvernement on n'a rien à foutre de ce qu'on subit dans la vie de tous les jours. Parce que moralement, c'est la pire insulte. Bien sûr, c'est ce que j'appelle le contre-Uno, c'est l'extincteur du débat public. À partir du moment où on vous a qualifié d'antisémite, c'est terminé. Est-ce qu'il y a un fantasme, parce que je lis beaucoup ce qui peut s'écrire sur ces questions-là, d'engagement notamment, est-ce que le fantasme qui consisterait à dire qu'aujourd'hui, un militant, quelqu'un qui a le cœur à gauche comme vous, qui irait s'exprimer sur Gaza, par exemple, serait cramé comme ça a pu être le cas pour d'autres artistes? Je pense, oui. C'est pas, est-ce qu'il y a une peur de ça dans la profession? Alors, il y a différentes peurs. Il y a aussi la peur de sanctionner tout son entourage professionnel aussi, qui arrive souvent. Vous sortez un film, il y a eu 150 personnes qui ont travaillé dessus. Si vous maîtrisez pas vos propos, vous pouvez vous retrouver dans le pire bad buzz du monde. Et il faut plus avoir peur parce que les gens d'en face n'hésitent absolument pas. Moi, j'ai vécu un truc dingue sur un film qui s'appelait Quelques jours pas plus, où la fachosphère s'en est emparée parce que c'était l'histoire d'un film où je recueillais un réfugié afghan et tout. J'ai vu comment
Ils étaient capables vraiment d'insinuer les pires choses et de saboter une carrière, quoi. Enfin, la carrière de ce film, en l'occurrence. Ça vous a touché? Ça m'a touché beaucoup pour la réalisatrice, ouais, qui a été bénévole, qui l'est toujours pendant des années, et tout, qui faisait un film hyper sincère sur la réalité des gens, des militants dans les associations. Et je vois pas pourquoi le film sur le fromage, c'est possible, mais pas le film, vous voyez, sur le... Voilà. Sur quelque chose d'un peu plus important, effectivement. Mais non, le fromage, c'est important. Oui, c'est vrai aussi. Il y a l'industrie. Faut pas se mettre le lobby fromager. Non, surtout pas ici, en tout cas. Adam, est-ce que vous comprenez ce phénomène de... Est-ce que vous le partagez et vous le comprenez, ce phénomène de la peur de s'engager sur ces questions-là? Les questions, ça peut être des questions politiques, mais aussi sur le fait que pour pouvoir continuer à aller dans les médias, il faut avoir un certain discours et pas sortir des clous. Oui, je le comprends. Déjà, ça prend du temps. Comme un édito de Ignacio Ramonet du Monde Diplomatique il y a quelques années expliquait, s'informer fatigue. Donc le premier élément, c'est vrai que ça prend du temps. Et le deuxième élément, quand on veut s'engager, c'est clair que quand on va dans les médias traditionnels, il y a un cadre qui est déjà prédéfini et sortir de ce cadre peut vous disqualifier très fortement. Donc je comprends qu'on n'a pas forcément envie de se faire attaquer lorsqu'on sort du cadre ou voir ses proches se faire attaquer ou se faire humilier. Ça, je le comprends. Alors, sachant qu'il n'y a plus seulement les plateaux ou les studios des médias traditionnels. Aujourd'hui, vous en parlez de manière assez précise dans votre livre « L'information est un sport de combat », il y a aussi les réseaux sociaux. Et c'est-à-dire que quand on s'exprime sur un réseau social, on va prendre l'exemple de Twitter, enfin X, ex-Twitter, quand on s'exprime, on engage aussi, même si on met dans la bio stupidement mes propos n'engagent que moi, enfin, sauf qu'effectivement, comme le disait Benjamin, on engage toute une équipe, on engage peut-être même un parti politique, on engage en tout cas un certain nombre de personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'échapper à ce travers-là, c'est-à-dire de s'exprimer librement, croyant être libre, mais finalement aller au-devant de problèmes, de bad buzz, comme le disait Benjamin? Ah oui, et les algorithmes des réseaux sociaux y encouragent. Peut-être si je fais juste un mouvement de recul sur les réseaux sociaux, ils ont des avantages. C'est-à-dire que, comme je le disais avant, il y a un cadre qui est déjà bien défini dans les médias traditionnels. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une idéologie dans les médias traditionnels on va avoir un point de vue qui va être dominant sur un certain nombre de sujets, comme la guerre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des analyses alternatives, mais c'est juste que ces analyses vont être à la marge. Donc, qu'on prenne un média on va dire, Libération, Figaro, si je dois citer, dès qu'on rentre dans la guerre en temps réel, on va avoir une idéologie qui écrase les autres. L'un des avantages des réseaux sociaux, c'est ce qui est mis à la marge peut être mis en avant. Donc ça peut être un avantage. D'autres avantages, c'est que par exemple, on peut, comme on voit dans les mouvements dans des pays comme au Népal, on peut mettre en avant des informations qui vont susciter des mouvements. Mais le désavantage de ça, c'est qu'on peut, via les algorithmes, susciter plus d'émotions. Parce qu'il faut quand même juste rappeler que quelqu'un comme Elon Musk, quand il est arrivé, c'est une étude de David Chavalarias du CNRS, que l'engagement, les posts qui sont mis en avant sur notre For You sont plus des posts négatifs, qui génèrent de l'engagement. Or, ce n'est pas forcément des posts qui sont vrais. Et donc, il ne faut pas oublier qu'on dit souvent les milliardaires possèdent les médias, mais Elon Musk possède un réseau social et lui-même a eu un rôle dans le gouvernement de Trump. Oui. Et il a aussi un rôle sur l'algorithme qui met en avant certains posts. Lui-même, d'ailleurs, il a été mis à un moment donné tellement en avant qu'ils ont dû faire un recul parce qu'à un moment donné, on ne voyait que lui. Donc ça, c'est un problème. Par contre, ce que je voudrais juste, c'est pas seulement pointer sur X. Ce qu'on apprend aussi, ce qu'on dit dans le livre, c'est qu'il y a eu des mouvements, par exemple sur Facebook, sur Instagram, de la CIA, tout ça c'est prouvé, c'est pas des théories, où ils ont fait des demandes de modération pour des justifications douteuses. C'est-à-dire que si on veut si on veut arrêter des posts parce qu'il y a des ingérences, on l'entend bien, pour des faits de terrorisme, bien sûr. Mais par contre, c'était pas que ça. Ça peut être des choses pour des justifications politiques. On sait par exemple que l'OTAN engage des gens pour améliorer son image sur les réseaux sociaux,
que Meta a fermé des comptes français parce qu'ils faisaient de la propagande en Afrique, que Donald Trump a lancé une opération en Chine pour retourner l'opinion. Alors, dans cette guerre, Adam, vous pointez alors un certain nombre de biais, notamment, je pense à l'interview que vous avez fait avec Fanny Boermotti, la psy, et qui parle des biais psychologiques. Et elle parle notamment, alors il y a tout un détail sur les mots qui sont utilisés. Alors les mots, je pense, Benjamin, que ça vous parle un tout petit peu. Alors des éléments de langage, il y en a partout dans tous les milieux, que ce soit les milieux politiques, le milieu artistique. Hein. Par exemple, moi, ça m'a toujours fait sourire. Vous savez, quand il y avait, je ne sais plus s'il y a d'ailleurs encore ces émissions, mais les émissions rencontres avec les stars et ainsi de suite. Ça reprend. Ouais, où ils vont marcher le long d'une colline à sortir des inepties. Et généralement, c'est toujours oui, je suis ici à Villefranche-sur-Saône, c'est ici que sont mes racines, je viens me ressourcer. Enfin, des mots absolument vides de sens pour des gens qui, a priori, devraient connaître le sens des mots et devraient en rechercher un peu plus que ça. Est-ce que cette guerre des mots, comment vous la vivez? D'abord, est-ce que vous l'observez, cette guerre des mots? Alors, les éléments de langage qui reviennent de manière systématique, notamment tout à l'heure vous avez parlé d'antisémitisme, mais cette guerre des mots et ces phrasés, alors je pense évidemment à l'avocat Arnaud Klarsfeld qui par exemple va ânonner bêtement tous les éléments de langage pour disqualifier les gens qui soutiennent Gaza. Comment vous vivez ça? Est-ce que ça vous est à peu près supportable? À peu près, mais vraiment à peu près, parce que le niveau intellectuel de ces interlocuteurs-là est très très faible, donc quand vous vous retrouvez avec quelqu'un qui vous bombarde d'éléments de langage, mais qui en fait refuse la moindre réflexion, refuse la moindre porte que vous ouvrez dans le débat, ça rend complètement fou, quoi. Je pense que débattre avec Arnaud Klarsfeld, par exemple, ça rend fou. Ça doit rendre complètement fou. Oui, j'imagine. Alors surtout qu'il généralement, il est sans contradicteur. Hein. Non, c'est ça qui est terrible. Ils n'en ont pas. C'est ça qui est terrible. Il y en a rarement de contradicteurs. Je l'ai vu avec Jean-Pierre Mignard, il faisait moins le malin. Enfin, oui, c'est vrai. Oui, absolument, c'est vrai. Qui est posé, pour le coup, Jean-Pierre Mignard, heureusement. Qu'est-ce que peuvent faire les artistes dans ce contexte-là? Je reviens à ma question de départ. Qu'est-ce que peuvent faire les artistes? Est-ce que vous en parlez entre vous de la manière d'agir collectivement ou pas? Alors, je trouve les jeunes artistes beaucoup plus courageux que les gens de ma génération. J'ai remarqué, il y a beaucoup d'artistes, Pomme, Voyou, machin, beaucoup de jeunes artistes qui s'engagent vraiment sur les réseaux, y compris sur des sujets touchy comme ce qui se passe en Israël et à Gaza, etc. Mais non, on en parle, mais il y a une peur panique, en vérité. Il faut dire la vérité. Et il y a un truc très pénible, il y a des gens qui ont quand même de la personnalité. Cette injonction à parler ou fermer sa gueule, il y en a que ça rend fou. C'est vrai. Moi, j'ai du respect pour Aymeric Caron, mais alors son espèce de procès là sur ouais, les artistes sont des lâches, ils se testent, t'en sais rien en fait. Tu vois, les gens mènent tous un combat personnel dont tu ne sais rien. Ce qu'il a dit. Et ben souvent, je le vois sur Twitter, il prend les artistes à partie en les traitant de lâches, quoi, parce qu'ils ne sont pas exprimés depuis à peu près 2 ans. Et je trouve que c'est son métier à lui, vous voyez. Il est élu, c'est un ancien journaliste, il vient aussi de chez Laurent Ruquier, quand même, j'ai pas oublié. Et je trouve que ce genre d'anathème jeté, c'est vraiment dur, par contre, quoi. Il y a des gens, évidemment, qui n'y comprennent rien et qui ne parleront jamais, quoi. Et c'est quand même leur droit le plus strict. Bien sûr, mais vous en faites pas partie. Parce que ce que je veux dire, c'était les artistes qui sont engagés. Alors, je vois que régulièrement, vous postez des choses en lien avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Les gens qui sont engagés, est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous envisagez éventuellement, je sais pas, à minima un concert, quelque chose pour Gaza, par exemple? Est-ce que c'est pas un jugement de valeur? Ni une injonction. Je sais bien, hein, oui, on en a déjà parlé. Après, l'organiser risque d'être compliqué, quoi. En tous les cas, on a surtout envie que ça s'arrête, mais je pense qu'à un moment, évidemment, les choses vont se faire, quoi. Du haut de mes 55 ans, on est de la même génération. Je pense évidemment au Band Aid, au Live Aid, enfin tout ce qu'il y a eu au courant des années 80 par rapport aux famines, notamment en Somalie. On se dit que pardon de le dire comme ça, mais pour des sacs de riz, ça a pu se mobiliser à une époque. C'est ça qui est atroce, quoi. C'est absolument atroce et inadmissible, quoi. Et ensuite, il faudrait qu'il y ait des artistes mainstream, quand même. Vous avez des gens qui sont des leaders, enfin, qui ont beaucoup de public. Non, mais je peux pas citer les gens en direct. Non, bien sûr que non. Non, mais on voit très bien de qui vous parlez, Benjamin. Adam, oui. Alors, juste tout à l'heure, je voulais juste finir une petite chose par rapport aux réseaux sociaux. Donc, il faut avoir un esprit critique par rapport aux milliardaires qui détiennent les réseaux sociaux, l'algorithme qui est utilisé, l'ingérence. Je parlais de l'ingérence américaine parce qu'on n'en parle pas assez. Mais évidemment, l'ingérence russe existe. Parfois, elle était surestimée, mais elle existe. Donc,
Et puis, il y a l'utilisation qu'on en fait. Il y a une étude de Cambridge qui mettait en évidence que les jeunes portaient plus de crédit aux influenceurs qu'à des personnes compétentes sur un sujet. Donc, ça montre dans quel brouillard informationnel on se trouve. Donc, voilà. Puis, je voulais rebondir sur l'utilisation des mots. Il y a un sondage que je reprends ici, qui vient du livre de L'opinion, ça se travaille, de Serge Halimi, et qui mettait en évidence qu'en 1999, il y avait un sondage qui demandait aux Français s'ils étaient favorables au bombardement de l'OTAN en Serbie. Les Français étaient en majorité contre. Le lendemain, on leur demande s'ils étaient favorables à une intervention en Serbie. Et là, la majorité des Français étaient d'accord. C'est évident, ouais. Et puis la même chose, du coup, en 2011, on demande si les Français sont d'accord avec l'intervention en Libye. Et on voit bien comment l'usage des mots peut enlever parfois une charge émotionnelle légitime. Ah, oui, c'est un bombardement. Ça doit susciter en moi une émotion qui peut être négative. Et à l'inverse, parfois, on peut utiliser le langage pour susciter une émotion, pour convaincre. C'est Clément Viktorovitch qui dit souvent ça, c'est que la conviction peut être liée à l'émotion et pas forcément à la vérité. Puis là, on se rappelle des fioles de Colin Powell. Bien sûr, bien sûr. Même dans la chirurgie, on ne va pas vous dire je vais vous ouvrir le bidon 2, on va vous dire il y a une intervention. C'est vraiment. Oui, absolument. Sinon, voilà. sinon, on devient dingue. Vous parlez de conviction. Avec ce livre, Adam, l'information est un sport de combat. Qu'est-ce que vous souhaitez déclencher chez le lecteur? Parce que c'est aussi, il y a une finalité, j'imagine. Vous l'avez pas faite pour vous faire plaisir. Qu'est-ce que vous avez envie que ça procure, que ça provoque chez la personne qui va se plonger dedans? Pour moi, l'information, c'est la première étape pour lutter contre toutes les injustices. C'est la mère de toutes les batailles. Et comme le livre s'appelle « L'information est un sport de combat », ça nécessite deux choses. C'est la défense pour se prémunir des désinformations, et puis l'attaque, donc c'est-à-dire partager quand une information est vérifiée, une information qui est juste sur les réseaux sociaux. On fait des dossiers aux députés, aux politiques, aux journalistes, aux citoyens. Donc pour moi, c'est vraiment ça, se prémunir contre les fausses informations et partager les bonnes informations pour mieux lutter contre les injustices. Et par exemple, quelles seraient les procédures pour nous, les citoyens, pour, par exemple, quand on a vu la redistribution des fréquences de l'Arcom et qu'on a vu le média se faire bouler, tout ça, pour qu'il y ait T18 qui nous passe chien sur le collier toute la journée. Et la déco, il y a quand même de la déco aussi. La déco, j'adore la déco d'il y a 15 ans, c'est-à-dire les produits qui vous conseillent n'existent plus, hein, par exemple. Et comment est-ce que c'est possible pour nous, en fait, de se faire entendre sur des sujets comme ça, quoi? C'est ça qui rend fou les gens, je pense aussi, quoi. C'est pour ça qu'ils se tournent aussi beaucoup vers les réseaux sociaux et que le piège est tendu. Parce qu'effectivement, il y a de l'ingérence de partout, il y a des bots, il y a n'importe quoi. Ça veut dire, si vous regardez une chaîne comme le Média ou Blast et tout, vous êtes suffisamment intelligent pour vous dire ça, je suis pas d'accord, ça fait plaisir de l'entendre, par exemple. Mais ils font des records d'audience qui posent quelques questions. T18 Non, pas T18. Ah oui, alors, je vais vous dire, non, parce qu'ils ont refusé. Ils ont refusé. Oui. Donc je pense qu'effectivement, c'est des records d'audience, mais pas au sens où négatif, vous l'entendez. Des records négatifs. Évidemment, je parlais de CNews plutôt, et des petits derniers raslards arrivés sur le pavé, en l'occurrence Frontières. La femme de Torchon, Frontières, qui est incroyable. Même au bahut, normalement, ça marche pas, ce fanzine, quoi. Et pourtant, on a l'impression qu'ils offrent ce que une certaine partie de la population attend. C'est très étonnant qu'on ne décèle pas, par manque sans doute de formation et d'information, mais on ne décèle pas le fait que ce ne sont pas des journalistes. Mais ça se voit autant que le Nouveau Détective, vous voyez oui, tout à fait, ou Azepto. Ça se voit, avec c'est une crasse bec. Mais c'est vrai que, pardon. Oui. Sauf erreur, c'est RSF montrait que sur CNews, il n'y avait que 13% de faits. Oui, le reste, c'était de l'opinion. L'opinion écrasait les faits, ce que vous disiez au début. Et c'est vrai que ça coûte moins cher d'avoir 4 personnes qui ont un avis sur plein de sujets que d'envoyer quelqu'un pendant 6 mois faire une enquête. C'est ça le vrai problème des chaînes d'information, c'est-à-dire que ça coûte infiniment moins cher d'avoir 4 pipelettes toutologues complètement débiles que d'envoyer une équipe avec des cadreurs, des fixeurs, des trucs. Enfin voilà, c'est tout, quoi. Alors, je pondérerai votre propos, messieurs, par un point quand même, c'est notamment le Off Investigation qui a fait un documentaire très intéressant sur cette question médiatique et qui montrait à quel point on pouvait orienter quelqu'un qu'on va envoyer sur le terrain en lui disant tu me ramènes, en fait il programme dès le départ, sans même savoir ce qui va se passer sur le terrain, tu me ramènes des témoignages de grands-pères, de grands-mères. Non, mais vous étiez le premier à en parler. Si c'est pour aller sur le terrain et demander l'avis au premier chauffeur de taxi qui passe, ça sert à rien d'y aller en vérité, quoi. Bien sûr, et en plus en découpant après pour avoir le bon son qui va bien. Quel rôle, Adam, et puis je vous poserai également la question, Benjamin, quel rôle peuvent jouer les citoyens lambda, je le dis comme ça, qui ne sont pas engagés, qui n'ont pas une notoriété, qui n'ont pas forcément accès aux médias, comment ils peuvent s'organiser?
qu'est-ce qu'un citoyen qui nous écoute aujourd'hui, là, présentement, qu'est-ce qu'il peut, ou une citoyenne, qu'est-ce qu'il ou elle peut faire pour, efficacement pour pouvoir agir sur ce qu'elle estime être une dérive du paysage médiatique français. Ouais. Juste déjà, je réponds à la question, mais avant, vous disiez par rapport au reportage, justement, aussi, je cite un article de Mediapart, qui est le JT de France 2, un service public au service de la peur pendant les révoltes, et Younes Abzouz et Jade Bourgiri expliquent. Sur le terrain, les journalistes ont peu de marge de manœuvre. Les rédacteurs et rédactrices sont envoyés avec une liste de courses, explique une journaliste de France 2. Voilà, les demandes, quand on va sur le terrain, sont très anglais. On part en sachant déjà quelle séquence on doit tourner exactement, parce que c'est ce que nous a demandé notre chef, et on doit revenir avec. Un procédé qui empêche toute possibilité de se laisser surprendre par le terrain, déplore-t-elle. Et ben voilà. Mais bien sûr, ça pondère ce que je dis, mais repenser au toutologue dont je parle, quand même, c'est le niveau zéro de l'information, puisque ça devient de l'opinion, du débat et là, d'un bombardement d'éléments de langage, quand même. C'est aller sur le terrain, je pense que vous ne me contredirez pas, c'est quand même un peu la base quand même du journalisme. Souvent, je pointe le fait des éditocrates à la con, là, ou des toutologues qui disent « les Français pensent que… » Voilà. Alors, là, le terrain, en fait, selon moi, hein, là pour le coup je réponds, selon moi, c'est tout simplement une légitimité. C'est-à-dire que si on ne va pas sur le terrain, on n'est pas journaliste. Très simplement. On ne peut pas analyser depuis son fauteuil ou depuis son desk des choses qu'on n'a pas vues soi-même, qu'on n'a pas pu déceler. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs, je pense, inventé le terme de toutologue. C'est-à-dire qu'ils sont capables de parler de tout et de n'importe quoi sans avoir la moindre légitimité. Okay. Et la chose... Alors, ni même avoir travaillé leur sujet. C'est ça qui est incroyable. Oui, ils arrivent sur le plateau vraiment freestyle, ils racontent n'importe quoi. Je vous invite à revoir la fameuse scène qui est tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, on va la regarder. C'est la scène de Zemmour, le bon, Michael Zemmour, l'économiste, qui va annoncer face à deux journalistes complètement hébétés le fait que non, tous les retraités, on est en pleine crise de la réforme des retraites, non, tous les retraités ne toucheront pas 1 200 € chacun. Je vous laisse réécouter cette scène. Au mieux du mieux, dans la meilleure situation, ça vous décale de 100 €, mais en moyenne, c'est plutôt une cinquantaine d'euros. Donc si vous n'êtes pas à 1 100 €, vous atteignez pas les 1 200 €, c'est sûr. Même des personnes qui ont une carrière complète ne seront pas garanties d'avoir 1 200 €. Même des gens, vous êtes sûr de ça? C'est vraiment parce que le gouvernement, les papiers, voilà. Ce que les documents le gouvernement dit, si vous avez une carrière complète, eh bien, ce sera 1 200 brut pour tout le monde. Le gouvernement dit, on a une revaleur... Enfin, tout le monde comprend comme vous. C'est pour ça qu'il y a un problème démocratique. Et même, il y a des gens qui ont compris que tout le monde aurait 1 200 € minimum, notamment pendant les élections. Bon, c'est complètement faux. Ça vient corroborer ce que vous disiez, Benjamin, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas du tout préparé son dossier, alors qu'on est vraiment dans la crise. Il y a des millions de Français dans la rue contre la réforme des retraites, et il faudra que ce soit un économiste gauchiste, à l'époque il n'était pas du tout invité, ou très rarement, qui vienne expliquer quelque chose qui aura été vérifié après, et qui effectivement s'est avéré tout à fait exact. Donc, je salue et je l'admire pour son calme, ce garçon. Souvent il s'est retrouvé dans des situations où j'aurais jeté mon verre... Ah oui, tout à fait. Non, mais c'est le Bélir Nabli de l'économie. Je le salue aussi. Également. Lui, voilà, ça c'est un homme qu'il faut envoyer sur les plateaux parce qu'il sait s'exprimer, il est pondéré, il est extraordinaire. Et il dit le droit, et pas de délire théocratique ou théologique. Je reviens sur cette question. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Que peut faire un citoyen ou une citoyenne pour être efficace et peser dans ce débat? Alors, déjà, je pense que vis-à-vis de l'information, il faut faire son deuil de vouloir un avis sur tout, de vouloir avoir un avis sur tout. Parce que, comme je le disais avant, s'informer fatigue. Et il est peut-être mieux d'avoir un avis sur moins de choses, mais de prendre le temps de le creuser, croiser les sources, etc. etc. Parce que ce qu'on constate parfois, c'est qu'on peut avoir un avis rapide, et par ego, on peine à changer d'avis. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, regarder les outils pour être extrêmement exigeant envers l'information que je reçois. Donc, c'est-à-dire CNews ou même sur Internet, si j'ai une information qui me parvient, OK. Quand j'ai une affirmation, quelle est la preuve que tu apportes à cette affirmation? Est-ce que c'est une opinion? Est-ce que c'est un fait? OK. Est-ce que c'est une opinion? Est-ce que c'est une affirmation extraordinaire? Affirmation extraordinaire, c'est une preuve extraordinaire. Si vous, Mourad, vous me dites que vous avez vu un chat, je vous crois. Si vous m'avez dit que vous avez vu un tigre, peut-être que je voudrais une petite vidéo, parce que peut-être qu'il s'est échappé du zoo. Maintenant, si c'est un dragon, j'ai besoin d'un peu plus de preuves. Donc je pense qu'on doit communiquer et on doit pointer les failles le plus possible en écrivant, en partageant sur les réseaux, en communiquant aussi pour faire fuir les téléspectateurs et les spectateurs sur
on doit être exigeant sur l'information qu'on reçoit. Et on doit aussi venir avec des propositions. On ne doit pas juste ça non, ça non, ça non. Ce qui ne va pas, mais avoir une porte, une porte de sortie, des propositions. Le seul problème, c'est que, Adam, c'est qu'en France, il n'y a pas de régulation de la profession de journaliste. C'est-à-dire qu'il y a comme je l'ai déjà expliqué par ailleurs, mais avoir une carte de presse, il suffit d'avoir 51% de ses revenus qui proviennent de la presse. Et que si on sort les pires horreurs, comme vous pouvez le voir toutes les semaines, en plateau avec des mensonges factuels, on n'est pas inquiété. Pensez-vous qu'ils ont une carte de presse, tous ces gens? Oui, oui, c'est 51%. En fait, en gros, Bolloré achète des titres. Mais en achetant les titres, il a aussi le numéro de commission paritaire qui permet à ce que les salariés prétendent à la carte de presse, quel que soit leur profil d'ailleurs. Il peut y avoir n'importe quel... oui. Donc, à partir du moment où 51% des revenus que vous percevez dans l'année proviennent d'un organe de presse reconnu par la profession, donc avec un numéro de commission paritaire, vous avez droit à la carte de presse. Est-ce que ça pose pas un problème? Il semblerait, je tombe de ma chaise en entendant ça. Parce que tout à l'heure, vous parliez d'opération chirurgicale. Genre, un médecin qui ferait des erreurs comme ça serait radié. Un médecin, il doit le suivre, le serment d'Hippocrate, tandis que la charte de Munich, visiblement, tout le monde s'en fout complètement. Ceux qui la connaissent s'en foutent. Personne elle n'est pas opposable à aucun moment. On vous oblige à la lire, à la parapher ou autre chose. Non, moi, la plupart des journalistes que je connais ne connaissent pas du tout. Non, du tout. C'est rassurant. Ça fait plaisir. Mais donc voilà, on est face à un mur quand même, non? Oui, non, tout à fait. Et je pense que, par exemple, ce que vous faites souvent, excellent, c'est de pointer dans les émissions sur Internet, de montrer en fait quand c'est ridicule, vraiment de mettre ça en avant. Ce qu'on doit aussi faire payer, on doit faire payer un prix aussi à la bêtise ou à l'opinion qui écrase le fait. Donc, c'est-à-dire qu'on doit faire fuir les téléspectateurs. Ok, l'information qui me vient de manière régulière de cette chaîne, de ce média-là est nulle, on déserte. Donc, appeler à des mouvements de dire non en fait, parce que Julia Cagé, par exemple, avait fait une étude en 2016 qui montrait qu'un journal, un média, quand il partageait une information originale, il n'était pas forcément récompensé. Par contre, quand il le partageait vite, il y avait des vues. Donc, on doit peut-être aussi, pour peser, récompenser les médias qui apportent des faits, qui apportent un travail rigoureux. De quelle manière? Oui, c'est exactement la question que j'allais poser. Comment on les récompense? En fait, en les suivant, en s'abonnant, en achetant, et puis en boycottant ceux qui le font pas. Et puis s'ils le font à nouveau, on peut aller les regarder, même s'ils ont un autre point de vue, même s'ils ont une autre opinion. Nous, la simple chose qu'on réclame, c'est de la rigueur. Bien sûr. Peut-être que ça existe, parce que je crois qu'il y a une des chaînes d'infos qui prend de gros bouillons en ce moment. C'est BFM en l'occurrence, il faudrait vérifier ce que je dis, mais je crois que les chiffres sont très très mauvais. Mais au profit de CNews. C'est ça le problème. Et qu'avec la fenêtre d'Overton médiatique, on arrive à peu près au même résultat. D'ailleurs, à ce propos, je fais un petit teasing. La semaine prochaine, nous allons recevoir Daniel Schneiderman, qui justement pilote le lancement d'une plateforme de médias dits alternatifs et qui va nous expliquer le fonctionnement justement de cet abonnement qui permet d'avoir un bouquet d'informations justement qui ne soit pas CNews, BFM. C'est formidable. Oui, c'est super. Je vous invite à regarder cette émission la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous à mercredi prochain. Adam Bouty, est-ce que vous avez eu des retours sur ce recueil? Est-ce que vous avez eu des retours qui vous ont peut-être surpris ou qui ont au contraire surpris agréablement ou désagréablement, mais ou qui ont eu un impact en fait, qui ont montré que votre livre avait un impact que vous imaginiez pas forcément au départ? Le retour qui m'a interpellé, c'est le fait que vous me direz qu'il n'est pas moralisateur. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre différentes sources et puis on va analyser ça. Et nous, on donne des outils et vous en faites ce que vous voulez. Et c'est vrai, en fait, parce que le livre s'appelle « L'information est un sport de combat ». Il aurait pu s'appeler « S'informer aussi est un sport de combat ». Donc, c'est un peu une approche où on donne des outils, vous en faites ce que vous voulez, voici des propositions. Donc, moi, ça m'a fait plaisir parce qu'en fait, inconsciemment, c'était un des buts du livre. Eh bien, écoutez, je souhaite plein succès à votre ouvrage. Je vous invite évidemment à vous le procurer. Alors, c'est chez Investigation. C'est un éditeur engagé? Oui. Ouais, très engagé. Le nom et la police l'indiquent. Donc, Adam Bouty, l'information est un sport de combat chez Investigation. Alors, vous avez un point commun, tous les deux, Adam et Benjamin, c'est que Adam chante.
notamment dans sa salle de bain, de manière assez régulière. Sa compagne me l'a confirmé, elle m'a même envoyé des enregistrements. D'ailleurs, il faudrait que vous les écoutiez. C'est pas mal, hein. Je pense qu'il a... Il y a un jeune artiste. Il se démerde vraiment très bien. Il va plus pouvoir faire ce travail qui est formidable. Ouais, parce que la variété, c'est pas une vraie vie. Hein. Et vous poussez un peu la chansonnette également de temps en temps, et notamment ces temps-ci, il y a un disque bleu qui circule, qui est sorti ou qui va sortir ? Non, qui va sortir le 17. C'est ça, très prochainement. Donc j'ai eu le plaisir, et je vous en remercie, d'écouter en avant-première du coup. Alors, ce qui m'a frappé, mais comme souvent avec vos mélodies, ce que j'appelle ça des mélodies, c'est que, alors je prends l'exemple de la chanson Testament. Il y a alors Testament, évidemment, on parle de la mort, et à chaque fois vous avez j'ai l'impression, hein, vous me dites ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que vous avez presque envie de donner l'envie de mourir tellement vous arrivez à prendre quelque chose comme la mort et un testament et en faire, et je trouve que pour moi c'est un fil conducteur dans vos œuvres, c'est d'en faire quelque chose de presque joyeux. Et est-ce qu'il y a cette volonté de rendre mélodieux quelque chose qui a priori n'est pas genre, si TFN l'avait fait, il ne l'aurait pas fait comme ça, par exemple. En tout cas, il y a la volonté de parler d'un sujet sans jamais le nommer. Oui, en plus, oui, c'est vrai. Donc c'est peut-être ça qui est plutôt agréable à entendre et qui peut être un peu rassurant et un peu oui, je vois ce que vous voulez dire. Je suis touché par votre envie de mourir en écoutant ma chanson, mais oui, c'est un peu ce que je cherche en vérité. J'ai l'impression que ce soit un peu rassérénant. Oui, on a l'impression en fait que la mort est cachée par l'amour en fait, et que c'est une déclaration d'amour à travers un testament. Je trouve ça assez magnifique. C'était mon but dans cette chanson. Et le top du top, mais bon, j'ai passé l'âge de rêver et de croire au Père Noël, ce serait que vous puissiez nous jouer un extrait d'une chanson en plateau, mais bon. Si, je dois pouvoir. C'est vrai ? Ouais. Allez, on y va. Je dois pouvoir. Eh bien, c'est parti pour le jardin d'hiver en unplugged. Depuis les studios et les plateaux du Média TV. On écoute Benjamin Biolay. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Merci beaucoup et bravo Benjamin. Je rappelle donc l'album sort le 17. Alors donc disque bleu. Pourquoi ce titre ça vous est... C'était le titre de travail. J'avais envie que la pochette soit toute bleue. J'avais envie que ça fasse un peu référence à d'autres disques bleus célèbres. Effectivement, celui qu'il y avait sur c'était les vignettes d'assurance ou c'était les vignettes départementales. Ah le disque bleu, ou c'était stationnement. Non, le disque bleu, c'est stationnement. C'est pour rester une demi-heure. Voilà. Et ainsi, on met l'heure. Ouais. Oui, et puis c'est devenu évidemment le nom de pas mal de troquets populaires. Absolument. Comme nous les aimons, vous et moi. Oui. Donc, alors, je précise que ce disque, on peut le trouver. Alors, on peut le télécharger, on peut le trouver on peut le trouver évidemment en CD classique, mais aussi on peut le trouver, j'ai vu, c'est un peu de gueule, je pense que je vais même me le faire offrir aussi en 33 tours. Ouais, c'était mon rêve quand j'ai commencé à faire ça, c'était de faire des 33 tours. Quand j'ai commencé, on n'en faisait plus du tout, on faisait que des CD, et depuis quelques années, c'est revenu, et c'est là où les chansons sont finies, quand on les voit en 33 tours, je trouve. C'est là où on a l'impression qu'on a fini le... Ah oui, non, c'est magnifique. En vrai, c'est émouvant. Ça se retrouve sur benjaminbiolay.com. La boutique se trouve là-bas. Oh, ouais, absolument. Absolument. C'est pas une usurpation d'identité, okay. Je vous rassure. Adam, un mot de la fin. Oui, je voudrais juste résumer pour moi les propos de celui qui a vraiment
théorisé en premier la critique média, c'est Noam Chomsky. À la page 100 du livre La lutte ou la chute, il résume. La première chose que je fais chaque matin est de lire le New York Times. Il y a toujours beaucoup d'erreurs. Parfois, j'en frémis à la lecture, mais le New York Times n'en demeure pas moins le meilleur journal du monde. C'est celui qui couvre le plus large éventail de sujets et il compte d'excellents reportages, souvent très honnêtes et engagés. Les nouvelles, cependant, sont toujours agencées de manière à refléter l'idéologie dominante. Fin de citation. Et peut-être que c'est ça que je dirais pour finir, c'est qu'il faut être exigeant à travers toutes les sources d'informations que l'on a. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut rejeter la presse papier, mais plutôt de les lire avec les bonnes lunettes. Je ne mets pas tout à égalité, mais soyons exigeants envers tous les médias traditionnels, alternatifs, réseaux sociaux, et donc voir des médias de différentes obédiences, et puis voir régulièrement de la critique média comme Acrimed et surtout l'œil de Moumou. C'est à eux d'être exigeants aussi. Tout à fait. Vraiment, oui. C'est très important qu'il y ait un petit redressement quand même éthique, parce que c'est très problématique. Comme on le disait, il faut leur faire payer le prix de la non-rigueur. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, dès que c'est un sujet que je maîtrise, que j'entends quelque chose, j'entends que des conneries. Alors j'imagine que c'est à toutes... C'est comme ça partout, et on le voit malheureusement pour eux, ils ont les réseaux sociaux pas beaucoup de et sujets, les commentaires. Par exemple, les chansons, les trucs comme ça. Bien sûr, dans les commentaires, on voit tout de suite les erreurs. L'industrie de la musique, je connais, et j'entends des choses aberrantes. Donc on imagine que c'est comme ça que ça va... Dans tous les sujets, pour tous les sujets. C'est vrai, il faut leur faire payer le prix de manière économique. Absolument. Alors, je renvoie vers les Sleeping Giants, le groupe qui vient pomper l'argent des annonceurs, qui vient les encourager à retirer leur publicité sur ces médias condamnés notamment, puisque la plupart ont été condamnés devant la justice. Et puis évidemment, j'encourage à se tourner, comme vous le disiez, Adam, vers les médias qui font le travail, qui tentent de faire le job. C'est formidable. Oui, absolument. Je vous invite évidemment à vous renseigner aussi sur les actions d'Acrimed, l'association de critiques médias. Les cours de Richard Monvoisin sur la zététique. Voilà, je recommande. Ils sont surtout sur YouTube. Eh ben, s'il y a d'autres choses comme ça, Adam, il ne faudra pas hésiter à me le dire, je m'en ferai le relais. Je vous joins à moi en souhaitant évidemment un franc succès, puisque nous enregistrons mercredi, un franc et plein succès au nouveau gouvernement Lecornu. Je vous remercie infiniment. Non, mais je plaisante évidemment, non, parce que là, on ne sait pas ce qui va se passer ce soir. Je vous remercie infiniment d'être venu de Suisse, d'avoir pris le temps, malgré un agenda très chargé. Et puis merci à tous les deux. Bravo à tout ce que vous faites. C'est très gentil. Et puis je rappelle que tous les deux, vous avez un autre point commun à part chanter sous la douche, c'est d'être deux fidèles. Et je vous remercie infiniment. Et je remercie à travers vous, évidemment, l'ensemble des internautes qui nous sont également fidèles pour votre fidélité à l'œil de Moumou. Alors n'oubliez pas de nous soutenir par ailleurs. Il y a un peu plus d'un an, le média était auditionné par l'Arcom pour investir la TNT. Plutôt qu'une chaîne libre indépendante, l'Arcom a préféré le milliardaire Kretinsky, le fameux dont on parlait tout à l'heure avec ses 18. Aujourd'hui, les nouveaux canaux se libèrent. C'est une chance qu'on a sur la TNT nationale et la TNT francilienne, donc d'Île-de-France, avec ses 12 millions de téléspectateurs potentiels. Le média compte bien y candidater si l'Arcom en décide ainsi. Et comme toujours, nous porterons un projet commun avec nos camarades indépendants qui le désirent. Si ce projet vous intéresse, et j'en suis certain, et que vous voulez nous soutenir, faites signer notre pétition sur tnt-d-1d.fr pour une TNT libre, ouverte et démocratique.